Bonsoir, merci d'être présent et présente pour cette conférence d'introduction, de présentation du Jyotish, donc de l'astrologie védique de l'Inde. Donc je me présente, je m'appelle François Leleu et je pratique cette astrologie depuis maintenant une trentaine d'années. Cette astrologie est intéressante parce qu'en fait, on en connaît l'origine. Les textes sacrés de l'Inde, qu'on appelle les Védas, qui datent de plusieurs millénaires, en fait, regorgent de multiples connaissances dans beaucoup de domaines. Vous devez connaître l'Ayurveda, hein, la science de la santé parfaite. Le Gandharva Veda, par exemple, la science des sons, de la musique, des rythmes. Le Sthapatya Veda, l'architecture védique. Et on va trouver dans ce corpus de connaissances qui provient donc de l'Inde, on va trouver une partie consacrée au Jyotish. Jyotish veut dire science de la lumière. Déjà, le nom est très clair. Hein. Le titre de cette astrologie est très clair. Science de la lumière. On va donc parler de lumière. La lumière étant en fait la source de toute chose, peu importe comment vous allez la décrire. Certains vont appeler le Dieu, d'autres le divin, d'autres la présence, la source, la lumière, la vacuité, le soi. Peu importe comment on nomme cette source, en tout cas, dans les Védas, très clairement, on l'a appelée la lumière, la science de la lumière. Pourquoi la lumière? Parce que lorsqu'on contacte sa propre dimension intérieure, sa propre source intérieure, très souvent, pas tout le temps, mais très souvent, cette perception se fera par une immersion dans une lumière extrêmement brillante. Plusieurs types de lumière, blanche, jaune, rouge, etc. Mais la lumière va indiquer le contact avec cette source. En fait, le Jyotish provient donc des Védas et il faut que je vous parle quand même de ce que sont les Védas. Donc, c'est un corpus de connaissances très ancien qui date de plusieurs millénaires. On parle de 7-8 000 ans. C'est un corpus de connaissances qui, en fait, regroupe un ensemble de lois de la nature qui gèrent l'incarnation sur Terre. Je dis bien un ensemble de lois de la nature. Il existe des tas de lois naturelles qui nous gèrent, qui gèrent notre corps, notre fonctionnement, qui gèrent l'univers, les astres, qui gèrent en fait la totalité de la création. Ce qui est intéressant de voir, c'est que cette connaissance, les Védas, n'est pas une connaissance mentale. C'est-à-dire que ce ne sont pas des hommes ou des femmes qui ont réfléchi, qui ont pensé pour découvrir ces lois de la nature. Il n'y a pas eu à proprement parler de démarche scientifique. Démarche scientifique qui, dans notre société actuelle, est extrêmement importante, hein, puisque les scientifiques sont considérés vraiment comme des sages et ils détiennent une connaissance. Mais il y a 7-8 000 ans en Inde, on n'était pas dans cette vision-là. Alors, comment cette connaissance a pu être perçue si elle n'est pas passée par un mental et par une réflexion? Eh bien, en fait, l'état naturel d'un homme sur Terre, c'est d'être éveillé à sa propre identité, à sa propre lumière. Être en contact avec sa propre nature est appelé en fait l'éveil, l'illumination, le paradis, le nirvana. Encore une fois, peu importe les termes que vous allez employer, même si ces termes peuvent indiquer des niveaux de conscience différents, il existe véritablement une possibilité de vivre sa propre nature tout en étant incarné. Et en fait, il y a 7-8 000 ans en Inde, existait un nombre assez impressionnant et important d'êtres éveillés. Alors, un être éveillé, c'est celui qui connaît sa propre nature. Et comment connaît-on sa propre nature? Eh bien, lorsqu'on n'est plus identifié à l'ego,
lorsqu'on n'est plus identifié à son mental et lorsque le corps émotionnel est apaisé. L'ego à sa place, le mental apaisé, le corps émotionnel, on dit maintenant transmuté, lorsque ces trois sources d'activités parasitaires à l'intérieur de soi sont apaisées, en fait, naturellement, on découvre sa propre nature. Naturellement, il n'y a pas d'effort à faire. En fait, ces activités parasitaires qui proviennent de l'ego, du mental et du corps émotionnel doivent disparaître. Et dès que ces activités disparaissent, à l'intérieur de votre champ de conscience, vous allez vous rencontrer. On rencontre la source à ce moment-là. Donc en fait, il existait à cette époque védique, il y a 7-8 000 ans, vous voyez, 7-8 000 ans, hein, on n'a pas des dates extrêmement précises, il existait donc un nombre important de sages, hein, puisque lorsqu'on contacte sa propre nature, on n'est plus identifié à l'ego, donc une sagesse naturelle est présente. L'ego n'est pas vraiment l'archétype de la sagesse, et ces êtres éveillés, qu'on appelle des rishis, R-I-S-H-I-S, c'est rishi. Rishi veut dire voyant. On perçut en fait directement, les lois de la nature qui gèrent l'incarnation sur Terre. Phénomène individuel d'éveil, phénomène collectif aussi, hein, puisque ces rishis se connaissaient. C'était l'époque où en fait c'était possible sur Terre de découvrir ces lois de la nature. Lorsque toutes ces règles ont été perçues directement, sans mental, eh bien, ces règles ont été transmises de génération en génération, de maître à disciple, ont été transmises par des sons, on appelle des mantras. Mantras sont des sons très puissants qui sont signifiés, qui sont remplis de conscience, d'énergie, et aussi de symboles et aussi de signification intellectuelle. Donc, ces mantras ont été transmis de génération en génération, et c'est comme ça qu'à certains moments, des livres ont été écrits sur les différentes formes, sur les différentes parties des Védas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on utilise par exemple le Jyotish à partir de textes sacrés. Sacrés parce que ce sont des textes qui proviennent d'une expression humaine très sage et très naturelle, à travers laquelle on a pu percevoir ces lois de la nature. Donc aujourd'hui, on peut encore retrouver ces textes sacrés. Et on retrouve donc les règles de l'astrologie indienne telles qu'elles ont été indiquées, perçues il y a des milliers d'années. Même si, au fur et à mesure que les siècles se sont déroulés, d'autres aspects du Jyotish ou d'autres aspects des Védas ont pu se greffer sur le cœur central des Védas telles qu'elles ont été perçues il y a 7-8 000 ans. Donc on connaît l'origine. On connaît l'origine de cette astrologie. On connaît les auteurs, on a le nom de certains auteurs, de certains rishis. Hein. On travaille principalement en ce moment sur Terre avec la connaissance qui a été perçue par un rishi qu'on appelle Maharishi Parashara. Maharishi Parashara. Maha veut dire grand, rishi veut dire voyant et Parashara, c'est son nom. Encore aujourd'hui, donc on utilise sa connaissance, ses connaissances. Alors, pourquoi des individus, il y a 7-8 000 ans, en fait, ont perçu ces règles-là, ces lois de la nature? Parce qu'en fait, vous avez dû remarquer quand même que vivre sur Terre, ce n'est pas toujours très simple. On comprend bien que nous sommes une âme, un esprit, on ne sait pas trop, mais plutôt une âme, reliée à un corps. On voit que le corps, il bouge, vous voyez, je parle, j'arrive à le faire bouger. On voit que le corps change, hein, voilà, j'ai 67 ans, on voit que, voilà, les cheveux blancs, on voit bien que tout ça obéit à des règles très très précises. Je vois bien que j'ai évolué, qu'on a évolué au fil des années, on a perçu des choses, on a compris des choses, on a vécu des difficultés, on a vécu des joies, on a vécu des tas de situations dans toutes les directions. Et en fait, à quoi sert tout ça? À quoi sert d'être lié à un corps? À quoi sert de vivre des choses? Alors, pour les Védas, l'affaire est entendue depuis longtemps.
C'est-à-dire que nous avons accepté en tant qu'âme de jouer le jeu de l'incarnation. L'âme est par définition infinie, ouverte, illimitée. Une âme, lorsque une âme se contemple dans sa propre nature, elle est infinie. Elle n'a pas de limite. Elle voit tout, elle sent tout, elle ressent tout. Le jeu de l'incarnation fait que cette âme qui est totalement infinie va, par le contact, par la relation avec un corps, qui lui est matériel et limité, cette âme va perdre sa possibilité de se contacter dans sa dimension infinie. Alors, ce n'est pas une punition, hein. Ce n'est pas comment dirais-je, un problème particulier, ce n'est pas comment dirais-je, une fantaisie de la création, c'est simplement parce que voilà, la source a voulu, à un certain moment, que l'âme, la dimension infinie, puisse se connecter à une dimension finie et que, à travers cette relation-là, à travers la perte de cette dimension infinie, il puisse y avoir, pendant un laps de temps assez long, une sorte de laboratoire pour que cette âme puisse retrouver sa dimension infinie tout en restant reliée au corps. Tout en restant reliée au corps. C'est ce qu'on appelle en fait l'éveil spirituel, le nirvana, le samadhi. Donc pour les Védas, nous allons d'incarnation en incarnation en fait tenter des expériences pour retrouver notre dimension infinie. Au départ, lorsqu'on a un corps, on a du mal, bien sûr, à le faire fonctionner, puis on a du mal à comprendre parce que l'âme est vraiment enfermée dans une sorte de prison mentale, une sorte de prison physique, sans savoir comment elle peut retrouver sa dimension totalement infinie et totalement sans limite. Les incarnations successives que nous allons donc avoir pour retrouver cette dimension infinie vont être nombreuses. On parle de milliers d'années, certains auteurs parlent de millions d'années. Certains auteurs parlent nous passons d'un stade minéral à un stade végétal, à un stade animal et à un stade humain. Certains disent que lorsqu'on a atteint le stade humain, donc quand on a un corps humain, c'est une grande chance et qu'il ne faut pas gaspiller cette chance parce qu'effectivement, il a fallu du temps pour y arriver. Donc, à travers cette aventure si particulière que nous avons acceptée, nous avons accepté le principe il y a très longtemps, peut-être avons-nous oublié que nous avons accepté, peut-être allons-nous devant cette difficulté de vivre à certains moments, peut-être que nous sommes stupéfaits de vivre des choses qui sont de l'ordre de souffrance aiguë, d'incompréhension, d'impasse, peut-être que nous sommes totalement stupéfaits de vivre cette vie-là à certains moments. En tout cas, profondément, l'âme a accepté ce jeu-là. En tout cas, c'est la vision des Védas. C'est la vision des Védas. Ce qui va se passer, c'est que dès que nous avons un corps humain, nous allons en fait avoir des actes que nous allons poser de manière très forte, puisque l'être humain, à travers un corps humain, va être affublé d'un ego. L'ego va être présent pour l'individualiser. Donc au départ, l'ego est utile, et en avançant dans l'évolution, l'ego va devoir reprendre sa place. Nous allons avoir un mental, c'est-à-dire une sorte de mouvement intérieur avec une intelligence qui va pouvoir discerner, discriminer, va pouvoir faire des choix. Donc, avec un corps physique, l'âme va créer une sorte d'équipe avec l'ego et le mental. Et d'existence en existence, les actes vont être posés pour que, dans un premier temps, l'âme soit individualisée, et dans un second temps, pour que l'ego reprenne sa place. Bien évidemment, vous vous en êtes rendu compte, l'ego a du mal à reprendre sa place. Historiquement, on voit bien que depuis des millénaires et des millénaires, et nous regardons encore aujourd'hui comment fonctionne le monde, il est évident que l'ego individuel et l'ego collectif maîtrisent encore fortement les êtres humains. Mais des actes vont être posés sur le plan individuel. Et une règle naturelle qui existe dans
pour nous, êtres humains, c'est que dès que nous créons une action, nous aurons une réaction. Réaction, même énergie dépensée, même fréquence, même puissance, le retour reviendra. Nous créons une action, nous avons un retour. C'est ce qu'on appelle le karma. Et le karma est certainement la loi la plus importante pour l'être humain sur Terre. En tout cas, pour l'astrologie védique, bien sûr, c'est une loi essentielle, puisque d'incarnation en incarnation, nous allons pouvoir percevoir le type de karma que nous avons créé et comment nous pouvons faire pour éviter que des retours de karma soient beaucoup trop destructeurs, difficiles, limitants, restreignants. Donc, l'astrologie védique va nous permettre, lorsqu'on va s'incarner, de par la position des étoiles, puisque l'astrologie fonctionne par la photographie du ciel au moment de votre naissance au lieu de votre naissance, et par tout un ensemble de règles que je vous expliquerai peut-être tout à l'heure si j'en ai le temps. En tout cas, nous pourrons définir que des planètes sont faibles ou des planètes sont fortes dans un thème. Et en fonction de la force des planètes et de la faiblesse des planètes, nous allons voir quel karma nous allons devoir résoudre dans cette incarnation. Le karma est une énergie qui va tendre à nier notre bien-être, à nous amener, nous tirer vers le bas. Et nous allons donc percevoir par la faiblesse de certaines planètes l'expression du karma dans notre incarnation. Encore une fois, il est dit que le karma que nous avons à transmuter dans une existence, dans une incarnation, est celui que nous avons choisi avant de nous incarner. Nous sommes toujours présents sur le plan le plus subtil. Nous sommes toujours vigilants, nous sommes toujours conscients. Dès que nous sommes incarnés, nous oublions, puisque par identification au corps et par identification à l'ego, à ce moment-là, il y a une perte de mémoire de ce que nous avons décidé. Et dès que nous respirons la première fois, en sortant du ventre de la mère, hop, ça y est, le karma se met en route. Donc le karma va être absolument une énergie qu'il faut percevoir, qu'il faut accepter, ça fait partie du jeu, mais qu'il faut aussi transmuter. Le karma, nous le connaissons tous. Hein. Nous connaissons, peut-être que nous l'avons vécu dans notre existence, ou peut-être que nous avons vu des êtres proches avoir vécu ce type d'expérience, mais certains êtres, à un moment donné, pendant 10-20 ans, ont du succès dans leur entreprise, dans leur famille, dans leur couple, au plan financier, pas de difficulté, et subitement, clac, quelque chose bascule. Et les personnes se retrouvent dans une situation très différente, où là, il n'y a plus de bonheur, il n'y a plus de joie, il n'y a plus de succès. Il peut y avoir une séparation, perte d'un emploi, une maladie. Ou à l'inverse, des gens qui, pendant 20-30 ans, vont galérer dans des difficultés, ça va vraiment être difficile, il va y avoir de la souffrance et subitement, ça se transforme. Ce n'est pas parce que l'homme ou la femme vont faire des efforts ou vont être plus intelligents, ou vont être plus dynamiques, c'est subitement, il y a des événements intérieurs et extérieurs qui vont se présenter à la conscience, qui vont se présenter dans l'incarnation. Ça, c'est le retour de karma. Retour de karma qui peut être bénéfique ou qui peut être, bien sûr, maléfique. Maléfique étant un terme qu'on emploie en astrologie. Voilà. Donc, le karma est de deux ordres, sympa ou moins sympa. Le karma, puisque nous sommes en route depuis très longtemps, peut être, dans certains retours, très destructeur. Très destructeur. Destructeur, c'est-à-dire que nous pouvons aller jusqu'à perdre notre existence matérielle, c'est-à-dire que nous pouvons quitter notre corps, mourir. Alors, l'intérêt, lorsque nous avons un corps, c'est de pouvoir continuer jusqu'au maximum des possibilités du fonctionnement du corps. 70 ans, 80 ans, 90 ans ou plus. Pour effectivement être présent dans l'incarnation et puis pouvoir régler au maximum ce que nous avons à régler. Donc, certains retours de karma peuvent faire en sorte qu'à 30 ans, vous pouvez quitter votre corps. Si vous faites une consultation en astrologie indienne, on peut percevoir par les prévisions, par les prédictions, on
peut percevoir que des retours de karma vont être puissants, destructeurs. Et là, à ce moment-là, je vous expliquerai tout à l'heure comment on fait, mais on peut intervenir sur ces retours de karma. En tout cas, le karma est la loi fondamentale. Une autre loi fondamentale qui existe, c'est la loi du dharma. Le dharma, c'est, au contraire du karma, un principe d'évolution. Qui dit évolution dit élévation, qui va en fait, au contraire du karma, vous amener vers le haut, c'est-à-dire avoir de plus en plus d'ouverture de conscience, avoir une expansion de conscience, avoir de plus en plus de bonheur, avoir de plus en plus de vigilance, avoir de plus en plus de perception. Et ce dharma, qui veut dire loi naturelle, ce dharma va en fait être présent aussi dans votre existence, même s'il y a beaucoup de karma. En fait, on va voir que lorsqu'on fait un terme en astrologie indienne, il va y avoir un enchevêtrement d'un destin karmique qui va onduler comme ça, puisque le karma ne va pas fonctionner d'une manière puissante tous les jours, il va être plus ou moins puissant suivant les moments. Et puis en même temps, vous avez un autre courant qui est là, qui est un courant dharmique, un destin dharmique. Donc il y a un enchevêtrement qui peut paraître compliqué à certains moments parce qu'on va avoir des désirs d'élévation, en même temps on va être tiré vers le bas. De temps en temps, personnellement, par identification, on va être tiré vers le bas, soit on va se tirer vers le bas et en même temps on va sentir qu'il y a quelque chose dans notre environnement qui va vouloir nous amener vers le haut. Donc on va avoir un enchevêtrement des deux destins, karmique et dharmique. Donc il va falloir faire le tri dans notre existence, si tant est que nous ayons une approche spirituelle, puisque le Jyotish, l'astrologie védique, est une astrologie spirituelle. Spirituelle veut dire qu'elle va nous mener à notre propre relation avec nous-mêmes, donc l'éveil spirituel. Si tant est que nous soyons intéressés par, bien évidemment, cette dimension spirituelle, le Jyotish va être une carte extrêmement précise. En fait, c'est une sorte de GPS. Voilà. Vous arrivez dans une incarnation, en fonction des planètes que nous utilisons, nous allons utiliser 9 planètes, eh bien, ces 9 planètes vont vous donner, suivant les domaines de chaque planète, puisque chaque planète gère certains domaines de l'existence, nous allons voir dans quel domaine le karma va s'exprimer et nous allons voir aussi dans quelle mesure le dharma peut s'exprimer et s'exprime dans votre existence. Et cette perception du destin karmique et dharmique se fait en quelques minutes, voire quelques secondes. On va dire quelques minutes. On regarde la carte, on perçoit. C'est-à-dire que vous allez avoir une idée extrêmement précise de là où vous en êtes. Donc le Jyotish est une science sacrée dans le sens où elle nous permet de quitter, lorsqu'on analyse ou perçoit un diagramme natal de naissance, on quitte en fait le fonctionnement du mental, on quitte le fonctionnement de l'ego, on quitte le fonctionnement du corps émotionnel et on perçoit directement en fait l'état du karma et du dharma d'une personne concernée. C'est pour ça que cette connaissance est sacrée et qu'elle est extrêmement puissante. On ne fait jamais une consultation en astrologie indienne sur le coin d'une table après un repas bien arrosé. Non, on choisit un moment. On prend rendez-vous. Lorsqu'un rendez-vous est prévu, on aère la pièce. On se détend avant. C'est un moment privilégié où on peut se rencontrer. Donc, le Jyotish va être un outil extrêmement important, extrêmement précieux pour atteindre notre libération, que l'on appelle moksha en sanskrit. Il existe d'autres astrologies. En Occident, il y a ce qu'on appelle l'astrologie occidentale. L'astrologie indienne donc, vient de l'Inde, l'astrologie védique, védique vient des Védas. Et il y a des grandes différences entre les deux types d'astrologie. La première différence, c'est qu'en fait, et elle est de taille, c'est que nous n'allons pas utiliser la même position des planètes dans le ciel. Vous vous rendez compte? Et nous utilisons moins de planètes en astrologie védique qu'en astrologie occidentale. Nous allons utiliser le Soleil,
bien sûr, qu'on appelle Surya. Nous allons utiliser Mercure, que nous appelons Bouddha, Vénus, que nous appelons Shukra. Nous allons utiliser 2 positions de la Lune, 2 nœuds lunaires, un nœud nord et un nœud sud. Le nœud nord, c'est Rahu, R-A-H-U. Le nœud sud, c'est Ketu, K-E-T-U. On va utiliser la Lune, qu'on appelle Chandra. On va utiliser Mars, qu'on appelle Mangal. On va utiliser Jupiter, qu'on appelle Guru. Et on va utiliser Saturne, qu'on appelle Shani. Le Soleil étant au centre, Mercure étant la plus proche, et Saturne étant la plus lointaine. On va utiliser ces 9 corps célestes. En astrologie occidentale, vous avez Neptune, etc., et d'autres corps célestes qui sont utilisés. Mais surtout, la position des planètes va être différente. Alors, pourquoi cette position est différente? C'est une, comment dirais-je, il faut parler d'écoles d'astrologie différentes. Il y a une astrologie qu'on appelle tropicale, qui est l'astrologie occidentale, et une astrologie qu'on appelle sidérale, qui est l'astrologie védique. Et sans rentrer dans les détails, parce que ce n'est pas l'objet de cette conférence, les astrologues védiques font la correction du mouvement de la Terre autour du Soleil. Chaque année, ils font une correction. À travers un système qu'on appelle précession des équinoxes en occidental, en astrologie occidentale, et en astrologie védique, on appelle ça l'ayanamsha. Ce sont des termes compliqués, ayanamsha. En tout cas, graduellement, chaque année, on va en fait repositionner la Terre d'une manière différente par rapport au Soleil. Ce qui fait qu'actuellement, nous avons à peu près une différence de 24 degrés de différence de positionnement entre l'astrologie tropicale occidentale et l'astrologie sidérale védique. C'est énorme. Sachant que nous travaillons, bien évidemment, autour de la Terre sur un ciel qui fait 360 degrés, vous vous rendez compte, les planètes sont décalées de 24 degrés. En astrologie védique, on retire en fait environ, puisque ça change chaque année, 24 degrés par rapport à la position de l'astrologie occidentale. Les Indiens considèrent qu'ils font l'exacte photographie du ciel au moment de la naissance. Ils considèrent qu'il y a une similitude entre la position astronomique et la position astrologique des planètes. Donc, voilà, nous avons donc une différence qui est vraiment extrêmement importante. La deuxième différence, c'est que les Occidentaux ont une astrologie qui est solaire. C'est le Soleil qui va être pris comme planète de référence. Alors, c'est vrai que tous les corps célestes tournent autour du Soleil. Lui-même, le Soleil se déplace, mais la référence pour les autres planètes, c'est vraiment, bien évidemment, dans ce système solaire, le Soleil qui est l'étoile et qui est fixe par rapport aux autres planètes. Et là, à ce moment-là, les Occidentaux ont considéré que le Soleil était la planète la centrale sur le plan astronomique, bien sûr, mais aussi astrologique. Alors, on comprend que les Occidentaux, qui ont toujours une vision plutôt masculine et machiste de la société et de la création, ont considéré que le Soleil, qui est le corps céleste le plus gros, le plus brillant, était vraiment celui qui donnait, qui était la source de toutes les informations, ou en tout cas les informations les plus importantes pour la personne qui est incarnée sur Terre. Alors, c'est une vision, mais ce n'est pas la réalité pour les astrologues védiques qui considèrent que la planète la plus importante, c'est la Lune, c'est-à-dire le corps céleste le plus petit et le plus proche de la Terre, et surtout la plus rapide. La Lune va tourner autour de la Terre en presque un mois. Elle va être très rapide. Chaque jour, elle va nous amener des influences extrêmement concrètes. Alors, le Soleil, bien évidemment, en astrologie védique, est important, parce qu'il va représenter l'âme, il va représenter l'ego aussi, mais c'est la planète, c'est la Lune, en fait, qui va vous indiquer, qui va nous indiquer le signe de naissance et qui va être donc la planète la plus centrale. Le signe de naissance, c'est le signe qui indique, pour l'astrologie védique, ce que nous ramenons du passé.
la Lune va indiquer tout le capital que nous ramenons du passé. Et est-ce que ce capital que nous ramenons du passé va pouvoir, dans cette incarnation-là, en fonction du karma et du dharma, est-ce que ce capital va pouvoir, en fait, être utilisé à bon escient pour faire évoluer l'âme, pour que l'âme puisse se désidentifier au maximum de l'ego, du mental et du corps émotionnel. Et on peut voir que dans certains thèmes, la Lune, elle aura du mal à s'exprimer. Elle va être limitée par du karma qui va venir la plomber. Dans certains thèmes, la Lune va être puissante, elle va pouvoir amener une grande possibilité d'expression et de créativité et surtout, en fait, de croissance, parce que la Lune est la planète de la croissance. Les Occidentaux considéraient que le Soleil, qui est une planète masculine, était le patron. Les Indiens, qui sont beaucoup plus subtils, ont considéré que c'était la Lune qui était la patronne, puisque c'est la femme, c'est la féminité. C'est en fait cette notion archétypale de la mère divine. La mère divine est considérée en Inde comme la créatrice de l'univers. C'est elle qui l'a organisé. La Lune, qu'on appelle Chandra, est une planète donc centrale. Donc c'est une deuxième différence avec l'astrologie occidentale. Troisième différence, c'est que on utilise 12 signes du zodiaque, qui est une bande du ciel qui est autour de la Terre. Ce n'est pas la totalité de la sphère céleste autour de la Terre. C'est juste une bande autour de la Terre. Les rishis, donc ces sages qui ont perçu les règles, ont perçu que cette bande qui était autour de la Terre pouvait être divisée en 12 parties. 12 constellations. Ces 12 constellations, ces 12 signes du zodiaque, qu'on retrouve en astrologie occidentale, mais qu'on retrouve aussi en astrologie indienne. Alors, il y a quelques différences d'interprétation entre les signes du zodiaque en occidental et en védique, mais grosso modo, on retrouve quand même les grandes lignes. Simplement, en astrologie védique, on va diviser ces 12 signes du zodiaque en 27 parties, qu'on appelle des nakshatras. Nakshatra veut dire demeure lunaire. En fait, ces grandes constellations amènent des informations, c'est ce que les rishis ont perçu, amènent des informations extrêmement importantes sur l'incarnation. On va prendre le cas le plus classique, le signe numéro 4 qui est le cancer. Le cancer va être lié au ressenti, à la famille, à la sécurité. C'est une grande constellation qui ramène cette information-là. Eh bien, cette grande information qui va en fait influencer les êtres humains est une information universelle, extrêmement vaste. Comme nous sommes maintenant 8 milliards sur Terre, vous n'aurez jamais deux individus qui fonctionnent de la même manière. Ça veut dire que les constellations, en fait, après, vont être individualisées. Et on va donc commencer à les individualiser par les nakshatras. Ils sont en fait des petits groupes de planètes qui sont beaucoup moins importants que ces grandes constellations que sont les signes du zodiaque. Et chaque nakshatra va nous apporter des éléments très subtils et très précis sur le dharma, sur le karma de l'âme que nous allons en fait avoir en face de nous. Si on est astrologue, on fera le thème de quelqu'un et on aura une âme en face de soi et la lune sera dans un nakshatra. Et c'est ce nakshatra lunaire, en fait, qui donne les informations les plus subtiles. Et chaque nakshatra est relié à une divinité. En Inde, il y a un nombre important de divinités, et on va avoir donc une divinité d'élection, qui en fait est, de par sa conscience, de par sa vibration, cette divinité sera en relation avec l'énergie subtile de l'âme. Donc nous avons vraiment là des informations très profondes sur le fonctionnement de chaque âme, puisque chaque âme fonctionne d'une manière différente. Encore une fois, nous sommes 8 milliards depuis quelque temps sur Terre, et il n'y a aucun être qui fonctionne comme un autre. Vous vous rendez compte? 8 milliards. Aucun être ne ressemble à un autre. Et pourtant, nous avons 12 signes du zodiaque, nous avons 27 nakshatras, nous n'avons que 9 planètes. Et en fait, ces synthèses que nous pouvons faire entre les différents domaines des signes du zodiaque, des nakshatras, des planètes, bien fait qu'à chaque fois, nous avons une unicité particulière, parce que chaque âme est différente. Chaque âme a sa propre gloire.
sa propre puissance. Donc, différence avec l'astrologie occidentale, c'est que les 2 signes du zodiaque sont divisés en 27 nakshatras. Autre différence aussi, c'est qu'il existe un système de périodes planétaires. 9 planètes, nous avons donc 9 périodes planétaires. L'ensemble des 9 périodes planétaires fait 120 ans. 120 ans. 120 ans, allez, on peut dire que 120 ans, c'est la fin de l'adolescence, logiquement. On a fait ses expériences, on s'est un peu trompé, voilà, on se sent maintenant bien dans son incarnation, bien dans son corps. C'est là où on devrait pouvoir commencer à vivre vraiment pleinement. Bon, pour des raisons historiques, puisque l'ego contrôle le monde actuellement, il est bien évidemment difficile pour un corps humain de rester en vie plus longtemps que 95-100 ans. Donc, ces 9 périodes planétaires sont importantes parce qu'elles vont se succéder suivant la même séquence tout au long de l'existence. Si vous êtes dans la période de Vénus, qui est la période, par exemple, qui dure le plus longtemps, qui dure 20 ans, si votre Vénus, dans votre thème, est sympa, bien placée, eh bien, pendant cette période de 20 ans, vous serez en fait, votre vie sera dirigée par la planète Vénus. Et Vénus est une planète qui s'occupe de l'amour, du couple, du mariage, du plaisir, du désir, de l'argent, de la beauté, du domaine artistique, de la perception des corps subtils, de la perception de la lumière en fait dans la matière. Donc, pendant 20 ans, si effectivement vous êtes dans la période de Vénus, si vous venez me voir et que je vous dis, voilà, dans 5 ans, vous rentrez dans la période de Vénus, ben voilà, vous avez 20 ans de Vénus, vous allez voir que si vous êtes célibataire, vous allez vous marier. Vénus, c'est la maternité, vous risquez d'avoir des enfants. Vénus, il est bien placé à l'argent. À l'inverse, si vous venez me voir et que Vénus est faible, je vous dirais, attention, là, vous allez rentrer dans une période de Vénus qui est faible et il y aura des difficultés. Il peut y avoir des difficultés au niveau du couple, au niveau de l'argent, au niveau du rapport avec ce qui est beau, avec le domaine artistique, etc. En fait, la planète faible, Vénus, va en fait exprimer un karma. Et ce karma, il va falloir en fait s'en occuper. Donc, on va pouvoir le transmuter. Je vous expliquerai comment on le transmute. En tout cas, nous avons une séquence de planètes qui est toujours la même. Après Ketu, le nœud sud, nous avons toujours Vénus. Ketu, c'est 7 ans. Vénus, c'est 20 ans. Le Soleil, c'est 6 ans. La Lune, c'est 10 ans. Mars, c'est 7 ans. Après Mars, nous passons en Rahu. Rahu qui est le nœud nord, 18 ans. Après Rahu, nous passons en Jupiter. C'est une période de 16 ans. Après, nous passons en Saturne, qui est une planète dont la période est de 19 ans. Et nous sommes après, la dernière planète, nous passons en Mercure, qui dure 17 ans. Donc, la séquence est toujours la même. Simplement, suivant votre lieu de naissance, et encore une fois, le lieu de naissance et l'heure de naissance n'est pas du hasard, on va toujours naître au moment où il faut, à l'heure où il faut. Tout est extrêmement précis. Mais en fonction du moment de votre naissance, en fonction de la place de la Lune au moment de votre naissance, en fait, c'est cette Lune qui va déterminer dans quelle période vous allez naître. Vous pouvez naître en Ketu, comme en Vénus, comme en Mars, comme en fait dans une des 9 planètes que je vous ai indiquées tout à l'heure. Et vous n'allez pas naître au début ou à la fin d'une période, vous allez naître à un instant T. Donc cette succession de diverses planètes tout le long de votre existence va nous donner en fait la consistance de votre processus évolutif. C'est-à-dire que quand vous passez de Ketu en Vénus, de Vénus en Soleil, de Soleil en Lune, etc., à chaque fois vous allez être en relation avec une planète différente, qui a une nature différente, et qui en même temps, en fait, va être forte ou faible, ou moyenne, ou neutre. Et à chaque fois, vous allez vivre des expériences différentes. Vous allez être favorisé dans votre dharma,
vous allez vivre plus de karma, moins de dharma. Vous allez bien sûr aussi avoir votre libre arbitre. Hein. Vous aurez une possibilité aussi, bien sûr, de faire face à tous ces aspects-là. Et donc, cette succession des diverses périodes planétaires vont en fait nous indiquer très clairement votre processus évolutif. Et ça, c'est une caractéristique essentielle du Jyotish. Maintenant, lorsqu'on a posé la règle que le karma est présent et qu'il peut nous empêcher de ressentir du bonheur, il peut nous réduire, il peut nous restreindre, il peut nous limiter, lorsqu'on a ces informations-là, ce n'est pas satisfaisant. Si vous venez me voir, on reprend l'exemple de tout à l'heure de Vénus, si je vous dis bah, vous allez rentrer dans la période de Vénus pendant 20 ans, ça va être terrible, vous allez me dire bah, c'est sympa, j'ai l'information, mais j'en fais quoi? Que puis-je en faire? J'ai besoin d'évoluer, j'ai besoin de vivre de l'intensité, j'ai besoin de me retrouver. Là, vous me dites que pendant 20 ans, ça va être compliqué. Comment je peux faire? Et là, en fait, là, nous avons encore une grande différence avec l'astrologie occidentale, c'est que l'astrologie védique propose des moyens correctifs. On va vous donner les moyens, en fait, de transmuter en totalité ou en partie le karma qui vous est naturellement dévolu. Alors, si la planète est très faible, si votre Vénus, je reprends l'exemple de Vénus, est très faible, il va falloir être dynamique, il va falloir être constant dans l'application, la mise en place des moyens correctifs pour que graduellement, le karma que renvoie cette planète, ce karma puisse se transmuter. Alors, petite parenthèse, lorsqu'on dit qu'une planète est faible, une planète n'est jamais faible. En fait, une planète est l'expression de la source, l'expression de la lumière. Elle n'a aucune faiblesse. Elle renvoie un karma que nous avons créé par identification à l'ego. Elle va nous renvoyer un karma qui nous est dévolu et que nous avons accepté de ressentir et de vivre dans cette existence. Sur la parenthèse. Donc, ces moyens correctifs vont vous permettre donc de transmuter. Si vous avez une planète qui est un peu faible, voilà, vous pouvez mettre des moyens correctifs en quelques mois, quelques années, vous allez avoir un karma qui peut vraiment se transmuter. Si le karma est lourd, il va falloir être patient, déterminé, mais vous allez atténuer fortement le karma. Alors, les moyens correctifs sont des moyens qui sont, en tout cas, plutôt ceux que j'utilise ou ceux que je prescris, sont de l'ordre de 3. Il y en a d'autres hein, qu'on peut trouver, qu'on peut utiliser en Inde. Ceux que j'utilise sont principalement les mantras, puisque à chaque planète correspondent des mantras. Les mantras sont des sons qui ont en fait des impacts au niveau de la conscience et au niveau du système nerveux qui sont extrêmement puissants. Ce sont des sons qui créent des vibrations de détente, de transmutation, de vérité. Donc, on peut utiliser les mantras planétaires, parce qu'il existe divers mantras par planète. Reprenons l'exemple de Vénus. Il existe plusieurs mantras pour Vénus que nous pouvons donc soit réciter, soit écouter, soit réciter et écouter. Graduellement, en fait, en récitant ces mantras ou en les écoutant, vous allez en fait graduellement transmuter, amoindrir les effets karmiques que Vénus vous renvoie. Le deuxième moyen correctif, c'est la lithothérapie védique. La lithothérapie védique, ce sont les pierres. Vous voyez, je porte des pierres. Je porte des pierres. Je porte des pierres, main droite pour les hommes, main gauche pour les femmes. On peut les avoir en bague, on peut les avoir en bracelet, on peut les avoir aussi en mala, en collier. Mala sont des colliers de 100 vipères. Donc, suivant la faiblesse planétaire, on peut utiliser plusieurs types de pierres par planète. Et ces pierres, après avoir fait une petite cérémonie d'accueil de ces pierres, vont créer dans votre corps physique et dans votre conscience et dans les corps subtils, vont créer une présence puissante de la conscience de la planète. Les planètes n'étant pas, bien évidemment, pour les Indiens, des
gros cailloux dans le ciel, mais des divinités, des déités planétaires. Tout à l'heure, je vous ai indiqué que le Soleil s'appelait Surya, que Mercure s'appelait Bouddha, que Vénus s'appelait Shukra, que le nœud nord était Rahu, Chandra c'est la Lune, Ketu le nœud sud, Mars c'est Mangal, Jupiter c'est Guru, et Saturne c'est Shani. Lorsque j'indique leur nom en sanskrit, j'indique en fait le nom de divinité, de déité planétaire. Donc lorsque nous portons des pierres en relation avec les planètes, et lorsque nous faisons une cérémonie d'accueil de ces pierres, à ce moment-là, nous sommes en relation avec la déité, la divinité. En fait, nous sommes en relation avec la source. Et chaque planète va traiter divers domaines de votre existence. Donc, Vénus, on l'a vu, hein, c'est le domaine du mariage, du plaisir, de l'insouciance, de l'aspect matériel, de l'argent, de la maternité, de la beauté, des choses. Donc, vous rentrez en ce moment-là en relation avec Vénus, qui, elle, n'est pas faible. Lorsque vous portez une pierre, elle n'est pas faible, mais elle va pouvoir, par l'intermédiaire de la pierre qui lui est dédiée, elle va pouvoir intervenir. Ce qui est important en matière de lithothérapie védique, c'est que la pierre touche la peau. Je ne peux pas vous montrer, là, c'est un peu difficile peut-être, mais là, j'ai une pierre pour Saturne. Vous pourriez peut-être voir, mais non, c'est compliqué. La pierre touche la peau. Voilà, si on le voit un peu dépassé. La pierre touche la peau. Donc, les doigts sont dédiés aux planètes. Les alliages sont importants. Par exemple, pour la Lune, ça va être soit une perle ou une pierre de Lune. On va porter la pierre et la pierre de Lune montée sur de l'argent. On va toujours la mettre à l'annulaire, non pas au petit doigt ou au majeur. Donc, on peut aussi avoir des bracelets, des malas qui reprennent la totalité des 9 pierres pour les 9 planètes. On peut porter un bracelet avec les 9 pierres ou des malas, donc des colliers avec les 9 pierres qu'on appelle des navas. Nava, ça veut dire 9 et gras planète. Donc, collier nava-gras. C'est extrêmement puissant. On a du mal peut-être à le supporter dans la journée, tellement en fait on est en relation avec la source qui est animée par l'intermédiaire des pierres. Donc ça, c'est le deuxième moyen correctif. Troisième moyen correctif, il est, je dirais, classique en Inde, c'est-à-dire qu'on peut assister à des rituels. On appelle des rituels védiques. Ils ont plusieurs noms. Nous appelons ça des yagyas, Y-A-G-Y-A. Les yagyas veut dire action parfaite en sanskrit. Yagya, mais on peut appeler ça des homas aussi, H-O-M-A-S. Certains appellent ça des pujas aussi. Une puja, c'est plutôt une cérémonie d'adoration à une divinité. Les homas ou les yagyas sont des cérémonies où un feu va être allumé. Et le feu va être utilisé en fait pour faire des offrandes, et le feu va représenter en fait la divinité planétaire. Donc nous faisons des yagyas par planète. Si encore une fois vous avez un Vénus qui est faible, eh bien en fait je vous prescrirai, ou tout astrologue védique vous prescrira un yagya Vénus. Donc nous faisons ici, dans le cadre de l'association des lunes de Jupiter, nous fabriquons des bracelets et des malas. Nous proposons bien sûr les mantras planétaires et nous faisons aussi des yagyas. Nous avons un calendrier des yagyas. Donc si vous devez assister à des yagyas particuliers, vous avez un calendrier des yagyas et puis vous pouvez y assister par Zoom. Le yagya dure 1 heure, 1 heure un quart, et c'est extrêmement puissant. Vous avez une relation directe avec la planète, puisqu'en fait, le yagya a pour but véritable de brûler le karma. C'est son objet principal. La différence entre un yagya et une méditation, par exemple, c'est que la méditation, vous allez vers la source. Lorsque vous pratiquez le yagya, vous êtes présent à un yagya, c'est la planète qui vient. C'est la source qui se déplace, si je puis m'exprimer ainsi. Et vous sentez, tous ceux qui assistent à des yagyas ont des expériences intérieures concrètes. Alors bien sûr, ça peut faire bouger les choses, ça peut faire bouger des émotions, ça peut donner beaucoup de fatigue à certains moments, ça peut ouvrir, ça peut contracter, dilater. La planète va être présente et elle va vraiment intervenir, puisqu'il n'y a aucune différence entre
Il n'y a pas de séparation entre la planète et nous, puisqu'en fait, l'astrologie védique est une astrologie d'unité, non pas une astrologie en fait de dualité. Ils ne sont pas dans la dualité. Pour les astrologues védiques, le divin est présent, il n'est pas loin. Les planètes sont présentes, même si matériellement, elles se situent à quelques milliers de kilomètres de nous, elles sont présentes. Le karma qui est lourd, on l'accepte, on ne le rejette pas. On l'accepte, mais on va le transmuter, on va être vigilant, on va s'en occuper, on va détendre les aspects du karma. Nous ne sommes pas dans le cadre d'une astrologie qui rejette, nous sommes dans le cadre d'une astrologie qui accepte la totalité de ce qui est. Parce qu'en fait, tout est uni, tout est un. Ce ne sont pas des mots en fait qui sont simplement, qui sont l'expression d'un romantisme spirituel. Hein. C'est une réalité concrète. Hein. Lorsqu'on fait des yagas, vous pouvez demander aux personnes qui ont déjà assisté à des yagas, on est vraiment en relation claire et précise avec la planète. On ressent ses effets. Donc voilà, c'est le troisième moyen correctif que nous utilisons après donc le mantra, les mantras planétaires, les pierres, la lithothérapie védique et les yagas. Donc là, on a une grande possibilité en fait d'agir sur notre karma. C'est pour ça que cette astrologie védique est une astrologie de transformation. On va vous donner des informations, bien évidemment. Nous allons donc interpréter votre thème, non pas d'une manière mentale, mais d'une manière très simple, hors mentale. On va interpréter votre thème, c'est-à-dire vous indiquer comment vous fonctionnez à l'intérieur de vous, quel est votre destin karmique, quel est votre destin dharmique. Le dharma, c'est ce que vous devez faire. Le karma, c'est ce que vous devez transmuter. On va aussi prévoir l'avenir, prédire, à travers ce système de périodes planétaires. On va prescrire des moyens correctifs. Et si vous les mettez en place, en fait, vous véritablement vous transformez votre destin karmique. Vous brûlez les choses qui sont des choses lourdes. Ils doivent vous revenir légitimement, mais qui, en fait, si elles sont trop lourdes, elles vont vous anesthésier, vous refroidir et vous empêcher d'évoluer dans cette incarnation. Ce n'est pas qu'on n'accepte pas les retours de karma, puisqu'un retour de karma peut, bien sûr, lorsque le retour de karma se fait, le karma n'existe plus. Hein. Mais certains retours de karma sont tellement difficiles qu'on peut quitter son corps. Alors, si on quitte son corps, pour l'astrologie védique, ce n'est pas grave, puisqu'on revient toujours. Il n'y a pas de difficulté. Dans l'éternité du temps, il n'y a pas de difficulté. Mais voilà, lorsqu'on est relié quand même à un corps humain, on aimerait bien quand même pouvoir l'utiliser au maximum de ses possibilités et de pouvoir ressentir quand même cette intensité que nous recherchons, puisque, regardez bien, nous recherchons toujours l'intensité des choses. Nous recherchons toujours l'unité dans tout ce que nous faisons, même si nous n'en avons pas conscience. Voilà donc les grandes différences entre l'astrologie occidentale et l'astrologie védique. Quelques mots sur les 9 planètes. Donc vous allez voir qu'elles traitent en fait de la totalité de ce qu'un être humain peut vivre sur Terre. Le Soleil va représenter le soi, l'âme. Il va représenter l'ego aussi. Alors, est-ce que la position d'un soleil dans un thème, il peut indiquer, oui, il va indiquer si en fait c'est l'ego qui dirige la vie de cette personne ou si c'est l'âme. Pas la même chose, pas du tout les mêmes vibrations. Le soleil va représenter le père, va représenter le corps, le dynamisme, la puissance de création, la puissance de projection dans la matière pour entreprendre, pour faire, pour créer. La lune, Chandra, va représenter l'esprit, va représenter cet aspect de la sensibilité, de la réceptivité, de la croissance. C'est relié aussi à la maternité. C'est normal puisque la lune va représenter la mère. Le père, le soleil, c'est le roi. La lune, c'est la reine. Hein? Aspect masculin du divin, aspect féminin du divin. Deva et Devi. Deva, c'est l'aspect masculin. Devi, c'est l'aspect féminin. Et la lune va représenter le mouvement. Mercure, on appelle Bouddha.
Bouddha, B-U-D-H-A, et non pas B-O, B-U-D-H-A, va représenter l'intellect. C'est pour ça que celui qui s'est éveillé par l'intellect, par le discernement, on l'a appelé le Bouddha, B-O-U-D-H-A, parce qu'il s'est éveillé par le discernement, par la discrimination, d'où provenait la souffrance. Hein. Bouddha vient de Bodhi. Bodhi, c'est l'intellect, en sanskrit. Donc, Bouddha va s'occuper de l'intellect, mais aussi des relations avec les autres. Va représenter l'activité professionnelle, va représenter l'écriture, va représenter l'éloquence, va représenter les maladies, va représenter l'humour, la jeunesse. Vénus, on va l'appeler Shukra. Shukra, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est le mariage, c'est le couple, l'union en fait, l'union. C'est une planète de puissance. On dit que c'est la puissance de reproduction, pour un homme ou pour une femme. Puissance de reproduction, mais aussi puissance en tant que telle. Lorsqu'on a un Vénus très fort, on est puissante dans la matière parce que le Vénus donne la capacité d'être à l'aise et de percevoir ce qui est agréable dans la matière, sur les plans divins, mais aussi sur le plan du luxe, sur le plan de la beauté, une belle voiture, une belle personne, une belle maison, un beau coucher de soleil. C'est Vénus, donne le contact avec ce qui est vibrant, Shukra. Après, vous allez trouver Rahu, le nœud nord. Rahu, entendez le son Rahu? Rahu, c'est une puissance qui est au service de l'ambition, une puissance un peu énervée, peut créer de la violence, peut créer des addictions, peut créer trop de plaisir lorsqu'on est face à un thème un peu matérialiste. Si on a affaire à un thème qui est plutôt spirituel, Rahu va ramener le chercheur spirituel, celui qui est en mouvement pour chercher et qui trouvera. Rahu trouve puissance, puissance extraordinaire. Ketu, le nœud sud. Autant Rahu dans le domaine extérieur, extraverti, autant Ketu, le nœud sud, est à l'inverse, introverti. Donc, quand vous êtes dans la période de Rahu qui dure 18 ans, vous serez porté vers l'extérieur. Moi, j'y suis depuis 4 ans, dans la période de Rahu. Je n'ai jamais autant travaillé alors que je suis retraité. Pas possible. Rahu, c'est pas possible. C'est très puissant. Et les choses se font naturellement. Quand vous êtes dans la période de Ketu, petite période de 7 ans, c'est de l'introversion. Parce que Ketu est la planète qui ramène l'éveil spirituel. C'est la planète du renoncement, la planète de la libération, moksha. C'est une planète d'introversion. L'esprit se tourne naturellement vers l'intérieur dès que vous rentrez dans la période de Ketu. Simplement, dès que vous rentrez dans la période de Ketu, vous allez toucher les impasses intérieures, les émotions, les difficultés. Mais vous allez transcender. C'est une invitation à vous découvrir. Ketu. Rahu et Ketu peuvent ramener du karma lourd, un karma très lourd. Mais lorsqu'ils sont débarrassés du karma, au contraire, ils vont ramener en fait une possibilité de dépasser les limites pour se découvrir. Mars, c'est Mangal. Mangal, c'est l'énergie, le vital, la compétence, le savoir-faire, la victoire. Un Mars puissant vous donne une capacité d'être efficace dans l'activité, d'être indépendant, d'être fort, d'être capable de diriger. Mars, s'il est faible, ça peut donner de la violence, des accidents, des maladies, plutôt les accidents. Ça peut donner la guerre, le combat. Hein. Jupiter, c'est gourou. Jupiter, gourou, c'est la planète la plus bénéfique parce que c'est elle, en fait, qui va ramener le karma le plus doux, le karma protecteur. C'est la chance, la grâce, c'est l'expansion de conscience, c'est la connaissance spirituelle, c'est la transmission, c'est gourou, transmission. Les enseignants, même dans l'éducation nationale, ont souvent des Jupiters assez forts. Hein. Mais fondamentalement, celui qui a un gourou très fort, c'est celui qui transmet ce qu'il est. Transmettre. Ce n'est pas forcément transmettre une connaissance spirituelle, c'est transmettre ce que l'on est. Transmettre ce que l'on est. Et ce que l'on est, c'est ce qu'il y a de plus important. Il y a la vérité dans ce que l'on est. Il y a de la chaleur, il y a de l'amour, il y a de la vibration.
Donc Jupiter est une planète importante parce qu'elle traite aussi du bonheur intérieur et des enfants. Saturne, la dernière qu'on utilise, qu'on appelle Shani, S-A-N-I, ou S-H-A-N-I, Saturne est la planète la plus lointaine, donc c'est la plus lente. Mercure, c'est la plus proche du Soleil, c'est la plus nerveuse. Saturne, qui est la plus lointaine, c'est la plus lente, la plus tranquille. C'est le premier chakra, chakra racine. C'est le chakra racine. C'est la tranquillité. On est posé. C'est la structure. C'est l'aspect méditatif. Mais Saturne est chargé de ramener le karma le plus lourd. C'est pour ça que Saturne est très souvent décrié par les astrologues, qu'ils soient indiens ou occidentaux, considèrent que Saturne est la planète qu'il faut absolument bannir de tout thème pratiquement, tellement elle serait l'incarnation du mal absolu. Ce qui est faux. C'est une planète qui exprime des qualités d'amour et de calme et de protection. Simplement, elle est chargée de renvoyer le karma le plus lourd. Et ce karma le plus lourd peut être difficile parce que c'est un karma qui enferme, qui isole. C'est la solitude, c'est la souffrance psychique, c'est la misère. Donc c'est pour ça qu'il faut s'en occuper dans Saturne. On s'en occupe, il faut vraiment s'en occuper. Et dès que vous avez en fait transmuté les énergies du karma que Saturne renvoie, vous aurez les énergies du dharma de Saturne, c'est-à-dire la tranquillité et la structure. Voilà les 9 planètes qu'on utilise en astrologie védique. On utilise donc les 12 signes du zodiaque qui ont des caractéristiques propres, les 27 nakshatras qui ont des caractéristiques propres, et aussi 12 maisons, puisqu'on pose en fait par projection les 9 planètes qui sont dans le ciel, on les pose sur 12 maisons, et ces 12 maisons représentent en fait les 12 signes du zodiaque. Donc là, bien sûr, pendant une conférence d'1 heure, on ne peut pas expliquer comment tout ça fonctionne, mais cet ensemble de 12 maisons, 27 nakshatras, 12 signes et 9 planètes, à travers les périodes planétaires, fait qu'on a une idée extrêmement précise et subtile de votre destin karmique et dharmique. Donc voilà, je reste à votre disposition si vous voulez bien sûr des consultations, si vous voulez même des précisions, hein. Si vous voulez juste des précisions, vous pouvez me faire un mail, un SMS. Vous trouverez mes coordonnées sur le site, hein. Il n'y a pas de souci. Si vous voulez faire des consultations, ben, c'est sur le site. Si vous voulez même discuter avec moi sur l'astrologie, vous pouvez me téléphoner. Il n'y a pas de souci, hein. Je suis tout oui. Voilà. Merci beaucoup. Alors, bon, ben, eh bien, j'allais dire je vous embrasse tous, mais pourquoi pas, hein. Merci François. Hein. Alors, j'arrête l'enregistrement et puis merci.